Dans le set Les Hors-la-Loi de Croistonnerre, on peut rencontrer Bip Bip et le Coyote. Wizards a saisi l'opportunité de cet univers désertique pour rendre hommage au célèbre cartoon de la Warner. Les cartes Coyote rusé et Granger au coucou résistant illustrent une scène qui pourrait tout droit sortir de cette franchise iconique, leurs illustrations formant une continuité visuelle qui évoque parfaitement l'esprit de la série. L'aquarium magnifique situé derrière l'Agrella Lapi, sur la carte du même nom, contient deux poissons célèbres. Si l'on zoome un peu, on peut apercevoir que Nemo et Dory se sont à nouveau égarés. Si vous avez vu les deux films de la licence, vous savez que c'est dans les habitudes de nos deux héros de se perdre dans les moindres recoins de l'océan. D'ailleurs, on peut également les retrouver sur ces illustrations complètes de Brisant Chivant et Kiora, Furie de la Marée, où ils se cachent cette fois derrière le texte. Est-ce que vous saviez que l'amulette de l'avarice rend hommage à Pac-Man? C'est en effet le cas, et si vous en doutez, allez lire le blog de Steven Beldin, l'illustrateur de la carte. Niv-Mizzet est un dragon de Ravnica dont l'intellect, surpassant celui des mortels, lui permet de lancer des sorts puissants avec aisance et de créer des inventions révolutionnaires. Le texte d'ambiance de la carte Niv-Mizzet, le cérébropire du pacte des guildes, est une formule mathématique censée représenter cette ingéniosité. En réalité, il s'agit d'un code. En lisant la formule à la verticale, on peut déchiffrer le nom Niv-Mizzet. La Triskaï décaphobie est la peur du nombre 13. Dans l'illustration de cette carte issue du set Ténèbres sur Innistrad, vous pouvez donc vous amuser à repérer le nombre de fois où le chiffre 13 est représenté. 13 bûches, 13 ustensiles de cuisine, etc. Yennet, souveraine énigmatique, issue du set Commander 2018, est entourée de nombres impairs, en référence à sa capacité qui permet de lancer gratuitement des sorts avec une valeur de mana impaire. Tout y est, le nombre de lettres dans son nom, son coût de mana, le nombre de mots-clés, sa force, son endurance, son numéro de collection, la créature elle-même possède 3 yeux, 3 cornes, etc. Certains illustrateurs de Magic the Gathering sont-ils des petits malins qui aiment cacher des références sexuelles dans leurs dessins? Vous pourriez penser que j'ai l'esprit mal placé, ou que mon imagination me joue des tours. Mais que dire de l'activité de ce clergé en vec et de son texte d'ambiance? Faced shield is hammered out by the blows of unbelievers. Blows, je n'invente rien. Et que font ces deux primates là? La réponse se trouve dans l'illustration de Uktabikong de la série Unhinged. Est-ce ainsi que le petit Kibo est né? Les Unsets, fortement axés sur l'humour, se plaisent d'ailleurs à nous montrer certaines pratiques des personnages du multivers. Et puis les progénitures, cette nouvelle capacité issue de Bloomburrow. C'est quoi à votre avis? Donc ouais, ça ken dans Magic. Plus sérieusement, à part quelques exceptions, Magic a eu tendance à éviter les poses trop suggestives de ses personnages, notamment féminins, afin de proposer une fantaisie moins racoleuse. 5 terrains de base du set Unsanctioned, surnommés les Squirrel Lands, cachent dans leurs illustrations un écureuil. Allez, je vous montre. Il y en a un là, ici, puis là, et pour le marais, allez le trouver tout seul. Les chats ont 9 vies, et comme nous le montre l'illustration de la carte 9 vies, Cacahuète, il s'appelle Cacahuète, a vécu dans la peau de 8 chats bien connus dans le multivers. Marizi, Jazal, Wazitora, Jedit, Kaira, Arabo, Miri et Kemba. Et oui, il en a vécu des choses, Cacahuète. La magnifique colombe que l'on trouve dans l'illustration du précepteur idyllique de l'extension Lève-Ciel apparaît également sur la couverture du livre dans Tuteur éclairé d'Eternal Master. Étant donné que leurs effets sont très similaires et qu'il s'agit du même illustrateur, il y a une véritable continuité entre ces deux cartes. Cette illustration de la classique croissance luxuriante, qui apparaît pour la première fois dans le set de réimpression Salvat 2005, est un hommage à la célèbre œuvre de Hokusai, La Grande Vague de Kanagawa. Le dessin représentant les colons orques est inspiré de la peinture American Gothic de Grant Wood. Largement parodiée dans la culture populaire, cette peinture est souvent considérée comme une représentation caricaturale des habitants ruraux du Midwest américain, bien que son auteur s'en défende. Le fait d'illustrer ainsi une carte censée représenter des colons est donc lourd de sens. Dans l'édition humoristique Unhinged, on peut retrouver le Artful Looter s'enfuyant d'un musée avec un tableau sous le bras. En y regardant de plus près, on remarque que la peinture volée représente l'illustration de la carte Détrousseur Ondin, dessinée par Tristan Elwell. Et vous, savez-vous quel autre artwork de Magic a été dérobé? Ou plutôt emprunté à l'art classique? Mark Rosewater est le designer en chef de Magic the Gathering depuis 2003. Son surnom, Maro, a inspiré la carte du même nom. Mais ce n'est pas tout. La carte Orim est en fait une anagramme de Maro, avec une lettre modifiée pour dissimuler l'origine du nom. Étant donné qu'elle a été ajoutée à la dernière minute au set Tempête, il a fallu lui trouver rapidement un nom, et c'est ainsi que Wizards a procédé. Le disque de Nevinyrral est un artefact emblématique de Magic. Son nom est un hommage sous forme d'anagramme à Larry Niven. Auteur notamment du roman Magic Goes Away, Niven est l'un des premiers à avoir utilisé le concept de mana dans la fantasy,
comme ressource pour alimenter la magie. Les noms de cartes Magic regorgent d'anagrammes faisant référence à des membres des équipes de Wizards of the Coast et à leurs proches. Par exemple, le nom de ce gros nulos mais rigolo de Feldagriff est une anagramme de Garfield PhD, en référence à Richard Garfield, le créateur de Magic the Gathering. De même, ce magnifique loup porte un nom qui est une anagramme de Lily Wu, la première femme de Richard Garfield, à l'instar de Telim Thor, qui est une anagramme de Mr. Toilet, le surnom d'Elliot Seagal, un ancien designer du jeu. Et vous, connaissez-vous d'autres anagrammes dans les noms de cartes Magic? Regardez bien ce nécrophage du reliquaire sorti dans Horizon du Moderne 3. Il s'agit malheureusement de cette pauvre chevalière du reliquaire apparue environ 15 ans plus tôt dans l'édition Confluence. On peut imaginer que sa chair a été corrompue par le sinistre Nicol Bolas. Si vous vous demandez ce qui est arrivé à ce petit démon qui se prélasse avec insouciance sur l'illustration de Source Sulfureuse, il suffit de regarder l'illustration de la réédition de la carte dans Dominaria Uni, sortie 29 ans plus tard. La réponse, il est tout simplement resté trop longtemps dans son bain. Voici la carte Force Impie, issue du set Alpha, ici dans la version Beta, Revised et finalement celle de la 4ème édition. Vous remarquerez que le pentagramme derrière le personnage a été supprimé. La satanique panique des années 1980 aux États-Unis a déclenché une vague de peur irrationnelle, marquée par des accusations infondées de rituels sataniques et d'abus affectant injustement des individus et des communautés. Cette hystérie collective a également mené à des procès médiatisés et à une méfiance généralisée envers certaines sous-cultures, comme les joueurs de jeux de rôle et les cartes Magic. Cette vague a perduré jusque dans les années 90 et dans une certaine mesure jusqu'à aujourd'hui. Pour éviter tout scandale et commercialiser ces cartes en toute sérénité, Wizards of the Coast a choisi de supprimer ce symbole. Cependant, la version de la carte avec le pentagramme a été réimprimée en 2022 pour le set du 30e anniversaire. Parmi les élèves du mentor Credo de Plume, issu de Bloomborough, il y en a un qui risque de se faire mal lors des travaux pratiques. Parmi les oisillons qui suivent ce cours de vol, on peut identifier un petit intrus qui aimerait être né avec des plumes. Vous voyez ce lémurien tout mignon apparu dans Ère Glaciaire? Eh bien, il aurait dû ressembler à quelque chose de très différent. À l'époque des débuts de Magic, les consignes envoyées aux illustrateurs n'étaient pas toujours aussi précises qu'aujourd'hui, ce qui menait parfois à des interprétations un peu hors sujet. Ici, l'illustrateur s'est inspiré du lémurien, l'animal, pour créer sa créature, alors que dans Magic, les lémures font référence aux esprits fantomatiques de la mythologie romaine. La carte fut rééditée dans Dominaria Remastered avec une illustration plus adaptée et moins mignonne. Connaissez-vous Feebletop? C'est cet œil sur pattes, un homoncule terrifié par la vie qui vous aide à obtenir du card advantage dans vos parties et qui adore se cacher dans les illustrations de Magic. Par exemple, vous pouvez le trouver sur Public Captif, ici, ou à la fenêtre d'une rue de Ravnica, là, ou encore sur l'illustration du déni statuaire planqué dans la cave. Pour trouver d'autres endroits où il se cache, c'est à vous de jouer. Il existe même un Secret Lair qui reprend le principe des livres Où est Charlie, avec Feebletop caché dans des décors très chargés. L'anneau solaire que ce gros gremlin essaye de chaparder est une invention de Kaladesh, tout droit sorti de l'extension du même nom. Oui, je parle bien de cette carte chef-d'œuvre qu'on pouvait dénicher dans un booster de Kaladesh si on avait beaucoup de chance. En tout cas, j'aimerais bien visiter le musée où sont exposés tous ces chefs-d'œuvre de technologie. Magic adore dissimuler des animaux dans ses magnifiques décors. On avait déjà parlé des Squirrel Land, mais il y a aussi Écho Sylvestre, Promotoire peint, la palme revenant à l'hymne sylvestre, où de nombreuses bêtes sont camouflées parmi les feuilles. Un lapin, un éléphant, un élan, et je vous laisse découvrir les autres par vous-même. Les symboles utilisés par Wizards of the Coast pour distinguer chaque extension ne sont pas créés par hasard. Chacun d'eux est empreint d'un symbolisme soigneusement réfléchi. Kaldheim, une extension inspirée de l'ère viking et des religions polythéistes scandinaves, arbore un symbole qui représente à la fois une hache et un corbeau vu de haut. Haka, le corbeau présent dans l'histoire de cette extension, incarne cette symbolique. Le corbeau est un animal très présent dans la mythologie nordique, où il est considéré comme un symbole de sagesse et de protection. Pour ceux qui suivent un peu l'histoire derrière les cartes Magic, vous savez que la guerre des Planeswalkers fut l'aboutissement d'un arc confrontant les Planeswalkers à Nicol Bolas, qui attaque le plan de Ravnica par surprise. Cependant, l'apparition du vieux dragon était déjà annoncée à travers les symboles des guildes de Ravnica et de l'allégeance de Ravnica, les extensions sorties juste avant. En regardant de plus près leurs symboles, on peut déjà y voir les cornes de Nicol Bolas et même le fameux second soleil de la prophétie. Et en parlant de l'annonce d'un grand méchant, est-ce que le symbole de ténèbres sur une Istrade n'annonçait pas déjà l'arrivée de la grosse Emrakul? Et c'est pareil pour beaucoup d'autres symboles d'extension, et c'est génial.
Duskmourn, ou Morne-Brune, la maison de l'horreur en français, est la nouvelle extension de Magic dont la sortie est prévue pour le 27 septembre 2024. L'histoire se déroule dans un manoir hanté gigantesque, unique en son genre, où les pièces se déplacent, apparaissent et disparaissent sans fin. Cette bâtisse protéiforme ne fait qu'une avec un démon très démoniaque nommé Valgavos. L'extension regorge de références au cinéma d'horreur et d'easter eggs en tout genre. C'est l'occasion parfaite pour un épisode spécial de The Art of Magic. La carte Quinquet rampant a attiré mon attention pour deux raisons. Premièrement, on peut voir que l'un des livres est écrit en Phyrexian, ce que l'on distingue grâce à sa tranche. L'équipe d'Elešnor n'aurait-elle tenté l'invasion du manoir hanté infini? Deuxièmement, on remarque sur un autre livre la marque de l'Outsider, un symbole issu de la saga Dishonored, où les personnages marqués de ce sceau voient leur pouvoir augmenter. Le premier livre serait-il un indice sur une partie de l'histoire que Wizards nous aurait cachée? Le second, quant à lui, est un simple clin d'œil laissé là par l'illustrateur, ou alors la prémonition d'un futur Universes Beyond Secret Lair. Il existe dans cette extension 5 cartes avec un artwork alternatif qu'on appellera Gros Plan Lunettes, en référence tout simplement à l'affiche du film They Live de John Carpenter. Dans Morne-Brune, de très nombreux noms de cartes sont tout simplement une référence directe à des films d'horreur cultes. Piranha Fly est un hommage à Piranha 2, les tueurs volants. Les orphelins du blé font probablement référence à Children of the Corn, un livre de Stephen King, plusieurs fois adapté à l'écran. Arabella est un hommage à peine caché à la poupée tueuse Annabelle. Le dessin de Défoncer la porte nous rappelle la scène culte de Shining, tout comme ces deux petites filles, qui nous renvoient aux jumelles du film. C'est également le retour du sous-type Gremlin, ce qui n'est pas étonnant dans un set faisant la part belle aux références cinématographiques horrifiques des années 80 dans toute leur diversité. Masque de tueur nous rappelle que dans la plupart des slashers, les tueurs portent un masque. Le joyeux fabricant de ballons, qui donne très envie d'être buildé, est-il un clin d'œil au ballon de Ça et à sa phrase qui a hanté de nombreux esprits? Il flotte. Et quand tu seras en bas, avec moi, tu flotteras aussi. Et si on jouait à un jeu et la phrase signature que Jigsaw balance à ses victimes dans la saga Saw? La tronçonneuse, arme classique pour massacrer tout ce qui bouge, depuis Massacre à la tronçonneuse ou Evil Dead 2, méritait bien d'être représentée sous la forme de cartes d'équipement. Wizards joue le jeu du film d'horreur jusqu'au bout en donnant eux aussi une suite directe, mais moins bonne, à l'une de leurs cartes cultes ayant fait des ravages à l'époque d'Innistrad, la chasse de minuit. Il s'agit de Massacre au croc de boucher 2. Ça ne s'invente pas. Et il y en a plein d'autres comme ça, je compte sur vous pour me les partager en commentaire. Étiez-vous au courant que certaines cartes de Morne-Brune possèdent une version alternative avec exactement la même illustration, sauf qu'un monstre est caché dans le décor, une forme de jumpscare sous forme de carte? Personnellement, je les ai toutes trouvées, et les monstres ne se cachent pas là où on les attend le plus. Allez, je vous en donne une. Si vous obtenez une pilleuse de poubelle optimiste, regardez bien si un fantôme se cache derrière elle. Parfois c'est le cas, et parfois non. Allez, une deuxième. Revenir à la normale, une carte déjà très réputée pour son illustration, cache un second danger. Cette fois en arrière-plan. Bon ok, une dernière, juste pour que vous sachiez qu'il est probablement trop tard pour le personnage sur le dessin de Rester caché et pas un bruit. L'effroyable effroyeur apocalyptique coûte 6 mana noirs. Il a 6 de force et 6 d'endurance. D'ailleurs, cette vile créature du malin possède 6 doigts à chaque main, 6 yeux et 6 cornes. Et comme si ça ne suffisait pas, il jongle également avec 6 orbes noirs sur l'illustration, évoquant les 6 cartes que son effet permet de conserver, ce qui vous laisse donc 6 pioches possibles avant de mourir. Mais je le savais, Magic est un jeu satanique. Le set propose un cycle de nouveaux bilans communs qui arrivent dégagés si un joueur a 13 points de vie ou moins. Appelons ça les 13 Lands, ou alors les Triskei Lands. Pas très efficaces à jouer, mais ce qui m'intéresse chez eux, ce sont leurs illustrations. Halte aux Triskei décaphobes et accrochez-vous. Dans certains de leurs dessins, une itération du chiffre 13 apparaît. Il s'agit presque toujours de fenêtres, comme sur Bois sanguinolent, Phare étrange, Fête foraine tapageuse, Gorge du piège au rasoir et Cimetière étouffé. Toutefois, sur Champ de maïs gravé, ce sont des crop circles qui sont au nombre de 13. Sur d'autres de ces terrains, c'est le chiffre 7 qui apparaît, sous la forme de fenêtres, encore une fois. Sur campement abandonné, cabane au bord du lac, manoir négligé, mais sur égout boueux, on compte 8 fenêtres, mais seules 7 semblent ouvertes puisque seulement 7 mains passent à travers. Ok, 20 moins 7 égale 13, mais je ne crois pas encore avoir totalement saisi le message que Wizards of the Coast tente de nous faire passer
à travers ces 10 lands bien étranges. Bon, représentons-nous la roue des couleurs et plaçons chacun de ces bilands selon s'il s'agit de couleurs ennemies ou alliées. Eh bien on s'aperçoit que les terrains avec le chiffre 7 sont tous à droite du pentagramme, et ceux avec le chiffre 13 à gauche. Je ne sais pas si cela signifie quelque chose, par contre ce que je sais c'est que je suis en train de devenir fou. En tout cas, c'est pour toutes ces raisons qu'on peut dire que le multivers est plat, et qu'Emrakul, bien entendu, n'a jamais marché sur la Lune. D'ailleurs, Mornebrune fait plusieurs références aux extraterrestres. Premièrement, avec les crop circles dans ce champ de maïs. Un crop circle est un motif ou une figure géométrique souvent complexe apparaissant mystérieusement dans des champs de céréales, généralement attribués à des phénomènes inexpliqués d'apparition d'ovnis. Et oui, ensuite il y a cet incroyable aéronavire non identifié, l'équivalent d'un ovni dans notre monde, qui évoque aussi bien par son illustration que par son effet le jour où je me suis fait enlever par des soucoupes volantes. Finalement, ces cartes ne seraient-elles pas notre premier contact extraterrestre dans le monde de Magic, sachant que Wizards a annoncé un set pour 2025 qui se déroulera dans l'espace? Attention, ce qui suit n'est que pure spéculation de ma part. On sait que Magic aime alterner entre les différents grands méchants au fil des épopées qu'il nous raconte. Et pour le coup, cela fait bien 5 ans qu'on n'a pas entendu parler de Nicol Bolas, ce vieux dragon censé s'être exilé sur un plan pour retrouver ses forces. Et Sivalgavos, le grand démon maître de ce manoir infernal, n'était autre que Nicol Bolas ayant fusionné avec un plan entier pour en aspirer l'énergie et retrouver sa puissance. Je n'ai pas plus d'indices que ça, mais regardez ces deux illustrations où il est représenté. J'ai du mal à voir autre chose que ces deux grandes cornes, symbole ultime de sa toute-puissance. Alors je sais bien que Valgavos est censé être un gros papillon de nuit, et que les papillons de nuit ont des antennes, mais pas de cette forme normalement. En tout cas, si ce n'est pas le cas, bien joué Wizards de nous avoir mis sur une fausse piste, ou alors c'est juste moi qui surinterprète. Vous me prenez pour un taré, c'est ça ? Nous avons déjà consacré un épisode entier à Duskmourn, mais je ne vous ai pas encore tout révélé. L'écran hanté, en plus d'être une référence au film The Ring, est un caillou à mana qui stabilise vos couleurs tout en rendant hommage à l'histoire de la télévision. Il produit en premier lieu du mana noir et blanc, évoquant les débuts de la télévision en monochrome, et en payant un point de vie, vous pourrez accéder aux couleurs RGB. Sa dernière capacité, qui consiste à payer 7 mana et à faire de cette télé un esprit 7-7, fait un clin d'œil à l'intrigue de The Ring, où quiconque regarde la cassette maudite meurt au bout de 7 jours. Que d'easter eggs dans ce set de folie. L'extension Meurtre au manoir Karlov est une sorte de grand puzzle dans lequel nous cherchons à démasquer le meurtrier qui sévit sur le plan de Ravnica. L'un des indices pour les observateurs attentifs se trouve dans les illustrations des Surveillands frameless aux artworks alternatifs. Lorsque l'on place les cartes côte à côte et dans un certain ordre, elles forment une image panoramique révélant un code. RNA fait référence au code de l'extension L'Allégeance de Ravnica, et 32 x 5 plus 4 donne 164. La carte numéro 164 de l'Allégeance de Ravnica est Guilde de Mages du Culte. Alors, que pourrait-on en déduire? Je vous laisse me le dire en commentaire. Puisqu'on est dans un set où nous sommes tous à la recherche d'indices pour tenter de comprendre ce qu'il se passe, est-ce fait exprès que l'essence d'Antiquité est une force et une endurance de indice? Le jeu de mots ne fonctionne qu'en français, et je me demande encore si c'est volontaire ou non. D'ailleurs, nous reviendrons bientôt visiter ce manoir qui contient un très grand nombre de secrets. En parlant d'indices, lorsque le set Ténèbres sur Innistrad est sorti, malgré le fait que tous les habitants du plan semblaient devenir totalement fous, nous n'étions absolument pas au courant que les Eldrazi étaient censés envahir le plan juste après avec la lune hermétique. En revanche, les plus observateurs d'entre nous avaient remarqué que pas mal de choses clochaient, grâce aux indices laissés par certains illustrateurs, comme ces petits bouts de tentacules découverts par l'inspectrice de Traben, ou encore ce loup pourrissant à la chair filandreuse, rappelant la texture de certains Eldrazi, mais aussi sur l'illustration de mutations grotesques où cette tentacule violacée ne laissait que peu de doute. Puis que penser de ces gros tentacules cachés dans la vague de la magnifique illustration de la carte Engloutissement du littoral? Et vous, aviez-vous repéré d'autres indices à l'époque? Puisqu'on est sur Innistrad et qu'on s'y sent bien, on va y camper un peu. Faites un vœu et lutter contre le passé tisse à elle seule une charmante petite histoire. La première carte, sortie en 2011 dans le premier set d'Innistrad, présente une petite fille lançant une pièce dans un puits à vœux. On ose à peine imaginer ses souhaits, tant les événements horribles s'enchaînent dans ce monde empli de ténèbres et d'angoisse. La seconde carte arrive avec le set Lune hermétique, 5 ans plus tard. C'est à ce moment que les Eldrazi, ces monstres innommables venus du néant, envahissent le plan d'Innistrad pour dévorer ou fusionner toute la matière organique sur leur passage. Voilà donc ce qu'est devenu cette pauvre enfant. Il semblerait que les zombies de l'interminable colonne de mort que l'on trouvait dans le premier set Innistrad
ait finalement réussi à entrer dans cette chapelle. Ils en ont mis du temps. 5 ans, je le rappelle. Voici Grolnok, un crapaud qui a sûrement un lien de parenté avec le fameux monstre de Gitrog, puisqu'il semble lui aussi avoir du mal à avaler le bras de ses victimes qu'il dévore. Les deux gros pépères sont peut-être même des descendants directs du crapaud butor, qui, visiblement, souffrait du même problème. Tous les manlands de Magic, c'est-à-dire les terrains qui peuvent se transformer en créatures, cachent dans leur décor des êtres en tout genre, allant de Zendikar à Ixalan, que ce soit bien caché ou parfaitement visible. Les Titanlands apparaissent pour la première fois dans l'extension Tourment, et sont plutôt pratiques dans certaines circonstances, bien qu'ils ne proposent que du mana noir comme seconde couleur. Leurs illustrations représentent une version souillée de terrains de base provenant d'Odyssée, comme si le mana noir avait contaminé la nature de ces paysages. Et dans le genre terrain de base vandalisé par une autre couleur, on a ici un marais de Shadowmoor qui se fait blaster par urtication de flammes, un rituel rouge qui apparaît dans Sombreland, l'édition qui arrive juste après. On va remonter un peu le temps et revenir sur l'illustration de Caverne au Trésor, d'Exode. Les objets posés au premier plan ne sont pas là par hasard. Karn et Hanna sont allés dénicher des artefacts bien connus que l'on retrouve sur Dominaria, et bien sûr sous forme de cartes. Ici le forge-ciel, là la pierre de touche, juste à côté la baguette de cassation, et tout devant le grimoire de Thran. Tout comme Karn lui-même, ces objets font partie de l'héritage d'Urza, et permettront à terme de sauver Dominaria. Dans le genre accumulation de trésors, ce gros bourge de Léovold se distingue, mais pas pour la bonne cause cette fois. Sur l'illustration d'Expropriate, on peut le voir au milieu de sa collection d'artefacts provenant d'un peu partout dans le multivers. Ici, on a un Mox Émeraude, un Mox de jet juste là, et ici, on a l'arme de Selvala. Il a même volé le chapeau de Muzio. Et vous, qu'avez-vous repéré dans sa collection? Visiblement, il n'y a pas que ces gros aristos d'elfes qui aiment accumuler des objets de valeur. Regardez ce coquin de shipper de trésors qui tient carrément entre ses mains un Sol Ring. Si l'on regarde un peu autour de lui, on peut voir qu'il a également volé le Silix de mana, et qu'il est allé jusqu'à dérober des plumes de phénix. Pour info, je viens d'activer la souscription sur la chaîne. Vous pouvez désormais soutenir mon contenu à partir de 2,99 € par mois. Cela fait un mois que je me suis lancé à fond dans la création de contenu Magic sur YouTube, et visiblement ça a l'air de vous plaire. Vivre uniquement de la publicité et des placements pour un petit créateur de contenu est devenu impossible, donc ce sont les abonnés et les viewers qui permettent de maintenir ce genre de chaîne en vie. Votre soutien me permettra de réaliser du contenu toujours plus qualitatif et régulier, de me déplacer sur des événements et d'organiser de nouveaux formats. Bref, si vous avez aimé jusque-là, n'hésitez pas à me soutenir. Pour certains et certaines d'entre vous, ça ne sera pas énorme, mais pour la chaîne, ça l'est. Si Magic the Gathering multiplie les références à la culture geek, à la pop culture et regorge d'easter eggs que les passionnés prennent plaisir à dénicher, c'est parfois le reste du monde qui choisit de rendre hommage à Magic. Du cinéma au manga, en passant par la musique, bienvenue dans ce nouvel épisode de The Art of Magic. Partant du principe que Peter Parker serait ce type de geek fan de jeux de rôle et de TCG, les accessoiristes du Spider-Man de 2002 ont contacté Wizards of the Coast pour obtenir des goodies de Donjons et Dragons et Magic. C'est ainsi qu'un poster de l'édition Invasion s'est retrouvé dans la chambre de l'homme araignée. Dans le film L'apprenti sorcier sorti en 2010, le personnage de Drakestone est une immense célébrité, tellement connu qu'il est sponsorisé dans le film par Wizards of the Coast, qui à l'époque avait teasé 5 cartes à l'effigie du personnage. Des cartes qu'on ne reverra ni dans le film ni dans la vraie vie. Il s'agit de la première fois que Wizards of the Coast s'associe à Disney pour une promotion croisée. Alors, c'est pour quand le Secret Lair Drakestone, maintenant que tout est possible? Au final, tout ce qu'on voit dans le film, c'est un présentoir publicitaire dans le fond d'un décor à l'effigie du magicien. Le film n'a pas rencontré un grand succès. Si j'avais été Wizards, j'aurais fait comme à l'époque des premiers films Pokémon, proposer une carte promo à l'entrée des cinémas pour chaque billet acheté. Dans Zombieland Double Tap, on peut voir que les personnages aiment jouer à Magic également. Enfin, jouer à Magic. Les accessoiristes se sont contentés de jeter quelques cartes sur la table et c'est parti. Actually, il n'y a aucun format qui se joue comme ça, c'est vraiment n'importe quoi. Dans Hillbilly Elegy, une scène montre James David Vance triant des cartes de l'édition Revised. On peut y voir le fameux Lord of the Pit et Atog. Ce dernier est même mentionné dans les dialogues. Who's that? One of them chatterboxes in a haunted house? Atog. Le film s'inspire des mémoires de James David Vance, dans lequel il évoque son intérêt pour Magic the Gathering et note que le jeu était parfois perçu comme satanique dans certains cercles chrétiens.
Dans l'épisode 22 de la saison 9 de Seinfeld, on peut voir que Jerry possède un petit trésor caché dans son appartement, une gift box revised, rien que ça. En 1998, lorsque l'épisode est sorti, ça ne valait pas tant que ça, mais aujourd'hui, c'est une autre histoire. You want a Christmas card? You want a Christmas card? All right, here. Dans l'épisode culte de South Park intitulé Cock Magic, des habitants de la ville organisent des combats de coqs illégaux. À la différence des combats de coqs classiques, les gallinacés s'affrontent avec des cartes Magic. Certainement pour éviter des problèmes juridiques, les équipes de la série n'ont pas repris directement les symboles de mana existants, mais en ont inventé d'autres. Je suis très curieux de savoir ce que les sorts météores qui se lancent avec le mana orange ont à proposer. Et si vous voyez dans le titre Cock Magic un jeu de mots éclaté évident, bah sachez que South Park n'a pas hésité à l'exploiter à 100%. Now some of you might think that this is a little crazy, but if you believe in magic. Les Simpsons rendent également hommage à nos bouts de carton préférés lorsque dans la saison 28, épisode 3, Lisa découvre un campus universitaire avec une assemblée de joueurs de Magic, l'assemblée. Et pour finir avec les cartoons classiques, dans Family Guy, lors d'une élucubration de Peter Griffin, des nerds au paradis proposent une partie de Magic à un terroriste kamikaze. Voilà. We're playing Magic the Gathering. Want to join? C'est donc ça le paradis, pouvoir jouer à Magic, le cul posé dans un nuage. Guilfoyle, qu'on retrouve dans la série Silicon Valley, semble lui aussi un amateur de Magic. Et ce n'est pas pour l'investissement, hein. Il kiffe vraiment. En plus des divers objets liés à Magic qu'il possède, on peut voir ici un livre sur les artworks de Ravnica. Dans la série Newport Beach, Seth est un personnage geek, fan de comics, de science-fiction et de jeux vidéo. Il fait plusieurs fois référence à Magic au cours de la série, histoire de bien montrer le caractère nerdisant du personnage. So when you lost your virginity, I was playing Magic the Gathering. Dans le deuxième épisode de la saison 2 de Warehouse 13, deux personnages qui enquêtent se retrouvent dans une boutique de comics, de jeux de rôle, de goodies et de cartes Magic. On y trouve donc toute une variété de produits Magic the Gathering ainsi que des joueurs en train de jouer. Il s'agit d'un shop qui existe bel et bien, Harry Tarantula à Toronto. Toujours dans le style nerd puceau relativement malaisant, la série Chuck a fait ce qu'il fallait pour caricaturer le fan moyen de Magic. What do you say, Friday night, little white zin, little Magic the Gathering? If you have the mana to battle the other planeswalkers. Et en même temps, bon, si on veut un peu se laver de cette image, il va falloir faire un effort, hein les gars, s'il vous plaît, soyez un peu moins cringe, merci. Dans la musique également, Magic s'invite. Par exemple dans le titre I'm the One That's Cool, sorti sur la chaîne YouTube The Guild, où l'on retrouve les personnages de la web-série dans le clip. Dans son morceau Hassle the Darkening, le rappeur nerd MC Frontalo décrit ce qui semble être une parodie de parties de cartes Magic. En France, on a également le rappeur Vald qui fait une référence au jeu dans les paroles du morceau Branleur, où son propre reflet lui parle. T'es qu'un branleur, tu penses qu'à te toucher la bite. Tu sèches les cours pour aller t'acheter des cartes à jouer Magic. Et si on reste dans la musique, il y a Bataille, ce groupe de dungeon synth epic black metal, qui a sorti un EP d'Electronica avec comme première influence Magic. On y retrouve 5 titres, un par couleur, et il y a même un jeu de société qui a accompagné la sortie de la version collector de cet EP. Five Magics. Utilise la magie pour affronter des créatures et récupère le talisman gardé à l'intérieur du donjon. Reste toujours sur tes gardes. Et en fait, bah, c'est mon groupe. C'est d'ailleurs souvent les musiques de bataille que vous entendez en fond dans mes vidéos. En parlant de métal, c'est une musique qui semble bien coller à l'univers de Wizards, puisque j'ai référencé une bonne dizaine de groupes qui font référence à Magic dans leurs paroles, leurs titres de chansons ou leurs visuels. Ça touche à tous les sous-genres, du power au doom, en passant par le black metal. N'hésitez pas à noter les noms si vous voulez vous faire une idée par vous-même. Tout est dispo sur YouTube ou Bandcamp, il y a vraiment des trucs sympas. A noter que ce sont quasi tous des groupes formés autour de 2020, donc des formations assez récentes, preuve de l'engouement général autour de notre jeu de cartes préféré ces dernières années. Dans le manga Destroy All Humans, They Can Be Regenerated, l'auteur tisse une histoire d'amour qui s'articule autour de la passion pour le jeu de cartes. Le manga a été réalisé avec l'aval de Wizards of the Coast,
trop mimes. Dans So I'm Spider, So What, une série de light novel japonaise, on trouve un hommage direct à l'illustration culte de Counterspell, réalisée par Mark Poole, apparu pour la première fois dans l'édition Alpha de Magic. La pose et l'expression sont identiques, l'auteur Okina Baba serait-il un fan de Magic ? Probablement. Ether Drift, la nouvelle extension de Magic l'Assemblée, sort ce week-end. Nous voici pris dans une course infernale à travers les plans du multivers. La direction artistique de ce nouveau set emprunte à Tron, Mad Max, Akira et bien d'autres. Bienvenue dans ce nouvel épisode de The Art of Magic. L'une des références évidentes dans cette nouvelle extension de Magic, c'est Akira. C'est d'ailleurs via ce visuel de Chandra et de sa cylindrée rouge vif que l'extension nous avait été teasée en partie. Et si ce visuel, directement tiré d'un plan culte du film, ne vous paraît pas évident, ça le sera forcément avec ce token véhicule qui reprend exactement le même cadrage que l'on retrouve sur la jaquette du mythique film d'animation. Puisqu'on parle de gros moteurs, certains d'entre vous ont tiqué sur les illustrations alternatives Road Riders, qui concernent 14 créatures de ce nouveau set. Cela dénote effectivement beaucoup de ce que Magic propose généralement, mais il s'agit d'une référence qui colle parfaitement à l'esprit du set. Ces dessins sont un clin d'œil à la custom culture américaine née dans les années 50 et aux hot rods, des voitures américaines, qu'elles soient anciennes, classiques ou modernes, ayant été construites ou modifiées avec de puissants moteurs optimisés pour la vitesse et l'accélération. À ce mouvement est associé tout un art appliqué aux affiches, aux flyers, aux merch et aux logos, dont l'un des fers de lance est Ed Ross. Spécialisé dans la caricature, il adorait dessiner des monstres en tout genre conduisant des hot rods. Bien qu'il ne soit plus de ce monde, en regardant ses illustrations des Road Riders, on se demande tout de même si ce n'est pas lui derrière le pinceau. Et pour cause, quand on regarde le travail des artistes qui ont signé les illustrations de ces cartes, il est évident que l'influence de la custom culture a laissé une trace. L'ultime bolide est une référence directe à la carte Ombre de la Mort, responsable à elle seule d'un archétype de deck. Non seulement on retrouve ici l'effet de la carte mais appliqué à un véhicule, avec une capacité en plus, et on retrouve également sur l'illustration le principe de l'ombre qui surplombe un personnage de manière menaçante. En regardant ce mécanicien audacieux pour la première fois, je me suis demandé si on n'avait pas affaire au personnage de la pochette de Blackout du groupe Scorpion. Puis finalement, je me suis dit qu'il s'agissait peut-être d'une version un peu plus énervée du plombier le plus connu de la planète, Mario. Après tout, ce set nous place au cœur d'une course automobile survoltée, à l'image d'un bon vieux Mario Kart. Je pensais que cette théorie était un peu tirée par les cheveux, jusqu'à ce qu'on nous révèle la carte Coureur à carapace à picot, qui est littéralement la carapace bleue de Mario Kart. Jusque dans son effet, Wizards n'a visiblement pas peur de recevoir une petite lettre de la part des avocats de Nintendo, à moins que ceci ne soit un indice pour une future collaboration. Si l'on regarde de plus près cette bande de limons tout dégueux prête à aller ruiner le circuit, on peut y voir distinctement la silhouette de Garruk, Planeswalker vert ultra bourrin qui n'avait pas donné de nouvelles depuis longtemps. Alors est-ce qu'il est devenu leader de cette bande de gluants ou bien est-ce qu'il est en train d'être digéré ? Ça j'arrive pas trop à le voir, et l'effet de la carte ne donne pas spécialement d'indice, mis à part le fait qu'il permet tout de même de pondre des éléphants 3-3. Garruk, lui, pouvait créer des bêtes 3-3. En tout cas, il est probable qu'on réentende parler de lui bientôt. Il est vrai que l'on croise de nombreuses créatures anthropomorphes dans Magic, du chat guerrier au requin pirate. Et ce nouveau set nous propose Sabsunen, une déesse au corps de femme et à la tête de grenouille. Mais avant d'accuser le lobby des furries, il faut savoir que les divinités égyptiennes étaient très souvent représentées avec un corps humain et une tête d'animal. Eket, déesse de la mythologie égyptienne à tête de grenouille, était associée à l'élément liquide et animait les corps en donnant le souffle de la vie aux êtres. Sabsunen nous vient du plan d'Amonkhet et comme tout le lore d'Amonkhet, elle a été inspirée par la mythologie égyptienne. D'ailleurs, on peut voir qu'elle sort de l'eau sur son illustration. Bah ouais, le mouvement furry, ça remonte à l'Égypte antique, faut le savoir. Autre déesse stylée d'Amonkhet, Azoret. Je trouve son visuel très classe. Voir cette géante s'animer et viser avec sa fourche sur une sorte de circuit de course croisé à une montagne russe donne un effet de décalage assez stylé. Le cadre, le mouvement, le fond apocalyptique, c'est une de mes illustrations préférées de ce set. Ce qui est amusant, c'est qu'il s'agit d'un zoom sur l'arrière-plan de la carte Samut, la force motrice, dessinée également par Chris Rally. Chris Rally, pour un set qui parle de voiture. Non mais ils ont vraiment pensé à tout, c'est dingue. On retrouve bien Azoret prête à foudroyer je ne sais qui avec son arme, et ce trou géant dans le ciel, vraiment trop stylé. Visiblement, dans cette nouvelle aventure proposée par Magic, où tout le monde devient un chauffard de l'enfer, ce sont les elfes qui sont pompistes. Les pompistes elfes, quoi de plus normal, remarque. Ça n'aurait pas pu être des pompistes gobelins, ou des pompistes cavrous.
Ça n'a pas de sens. À la limite, des pompistes Total ou Esso, je veux bien, mais sinon ça n'a pas de sens. Et toi, c'est quoi que tu préfères? Préfères les motos? Préfères les bagnoles? Préfères les gonzesses ou tu préfères le pinard? Allez, je te laisse me mettre ça en commentaire et puis la revoyure, hein.